En France, 12 millions de personnes environ sont touchées par un handicap. Et si bien souvent la représentation que l'on se fait du handicap est un handicap moteur, 850 000 personnes ont une mobilité réduite, soit 7%. En effet, il existe 5 grandes catégories de handicap. Le handicap moteur, sensoriel, psychique, mental et les maladies invalidantes. Bien souvent, si le handicap n'est pas physique, il est très difficilement reconnu. On parle alors de handicap invisible. Dans ce cas, on retrouve les situations de handicap psychique et mental, et on peut même ajouter le handicap cognitif. Ces 3 catégories de handicap sont souvent confondues, car ils affectent tous les 3 les comportements et la relation aux autres. Le handicap psychique est la conséquence d'une maladie mentale entraînant un déficit relationnel, des difficultés de concentration, sans pour autant qu'il y ait une altération des facultés intellectuelles. On parlera de déficience intellectuelle ou de handicap mental lorsque le développement intellectuel de la personne sera inférieur à la moyenne, entraînant un fonctionnement altéré de l'ensemble des fonctions cognitives. En revanche, on parlera de handicap cognitif lorsque seules certaines fonctions cognitives seront touchées, n'entraînant pas forcément une réduction globale du niveau intellectuel. Les fonctions cognitives permettent l'acquisition, le stockage, la transformation et l'utilisation de l'information. Ces 3 handicaps restent néanmoins difficiles à définir, et bien que le handicap psychique et cognitif soient distincts, des études récentes ont montré qu'ils pouvaient être liés. En effet, des études ont permis de documenter très clairement l'existence de déficits cognitifs chez des patients bipolaires et des patients schizophrènes. C'est en cela que la neuropsychologie clinique intégrative représente un enjeu de taille dans les pratiques de santé. La neuropsychologie est une discipline au croisement de plusieurs pratiques. En effet, c'est une discipline scientifique qui étudie les fonctions cognitives dans leur rapport avec les structures cérébrales au moyen de tests psychométriques, d'entretien avec le patient et d'observations cliniques. Autrement dit, il s'agit de l'étude des relations entre les phénomènes psychologiques, cognitifs, émotionnels et la physiologie du cerveau. Ainsi, la neuropsychologie regroupe des aspects de la psychologie clinique, de la psychométrie et des neurosciences. Depuis plusieurs années, cette discipline se développe de plus en plus et elle s'affirme aujourd'hui comme une discipline intégrative ne réduisant pas les difficultés des patients à leurs lésions cérébrales, mais prenant aussi en compte les différents facteurs psychologiques, socioculturels et environnementaux faisant partie de chaque personne. De plus, de nombreuses corrélations ont récemment été faites entre la psychiatrie et la neuropsychologie. Les maladies neurologiques ont toutes des répercussions psychologiques et psychiatriques. Et il est essentiel que la prise en charge neuropsychologique en tienne compte. De plus, des troubles cognitifs peuvent être observés dans certaines pathologies psychiatriques, aussi appelées maladies mentales. Les 5 maladies mentales les plus connues sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression sévère et persistante, les troubles de la personnalité limite ou borderline et les troubles obsessionnels compulsifs ou TOC. Ces découvertes permettent d'enrichir la neuropsychologie dans le sens où elle s'ouvre à d'autres pratiques et à d'autres disciplines. Ainsi, les diagnostics vont pouvoir être plus complets et mieux compris. Certains troubles et symptômes qui n'étaient pas compris avant vont prendre du sens. En effet, les pathologies sont complexes et impliquent plusieurs processus. Elles ne peuvent être réduites à une seule cause. L'inventaire neuropsychiatrique, NPI, s'inscrit parfaitement dans cette perspective liant la neuropsychologie et la psychiatrie. C'est un outil d'évaluation des comportements développé en 1994 par Cummings et collaborateurs, ayant pour but de recueillir de l'information sur la présence, la gravité et le retentissement des troubles du comportement. C'est un questionnaire administré à l'aidant à propos des comportements du patient. Il évalue 12 types de comportements prédicateurs de pathologies psychiatriques telles que l'anxiété ou les hallucinations. Mis en lien avec les résultats des tests neuropsychologiques et possiblement de l'imagerie cérébrale, cet outil permet de poser un diagnostic complet prenant en compte les aspects comportementaux et cognitifs. C'est en cela que le rôle du neuropsychologue va être enrichi, puisque l'évaluation des comportements devient de plus en plus pertinente dans ce contexte. Lors des bilans neuropsychologiques, tous les éléments vont être à prendre en compte. Le psychologue spécialisé en neuropsychologie aura donc pour rôle d'évaluer, d'observer et d'investiguer la plainte objectivée par le patient, mais aussi les éléments qui ne seront pas exprimés verbalement, c'est-à-dire les éléments non verbaux.
Par conséquent, il est très important de reconnaître ces troubles et de les diagnostiquer afin qu'ils soient pris en charge. D'ailleurs, dans cette perspective intégrative, des remédiations cognitives pour les patients présentant des pathologies psychiatriques se développent. Ils disposent à présent de prises en charge plus complètes de tous leurs symptômes, comportementaux et cognitifs notamment, afin de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. En effet, les maladies mentales entraînent des difficultés cognitives, occasionnant des difficultés dans les activités quotidiennes. Une prise en charge cognitive contribue donc au bien-être d'une personne en souffrance psychique dans la mesure où elle facilite la gestion de la vie quotidienne concernant les aspects purement cognitifs dans un premier temps, avec des stratégies mises en place, par exemple des stratégies de compensation pour la mémoire, affectif et relationnel dans un second temps, avec par exemple la gestion de l'impulsivité, ou encore pragmatique, avec l'intégration des compétences acquises pour utiliser les transports en commun, par exemple, notamment grâce aux techniques de Goal Management Training, qui est la décomposition d'actions complexes en sous-buts, permettant notamment d'apprendre les différentes actions à réaliser pour une action complexe. Par ailleurs, cela peut entraîner un changement du regard sur les pathologies mentales grâce à une conception nouvelle des relations entre l'individu et son environnement. Cela peut faire reculer les stigmates et les discriminations sur les malades mentaux et faire en sorte que leur handicap soit mieux reconnu.